open shot. Cousins. Full house stand. Look out below. Bogdanovich, 3 seconds. Bogey for the win. Bogdanovich. If you don't like that, you don't like Kings basketball. Oh boy. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 7e épisode du Sacramento Talk. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la trade deadline qui est passée il y a un peu plus d'une semaine et qui a introduit de gros changements dans la franchise des Kings. Voilà, donc on va revenir un peu sur tous les trades qui ont été faits, aborder voilà, les premiers matchs depuis la trade deadline, entre le trade deadline et le All-Star Break, et voilà, et aborder certaines situations individuelles qu'on juge pertinentes. Salut Laurent, comment ça va? Salut Olive, salut à tous. Bah écoute, ça va, on a eu le temps de boire nos larmes depuis la trade deadline, on s'en est un peu remis. Donc voilà, je pense que ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que c'est arrivé? Ouais, 2 semaines, je pense qu'il est temps de faire un bilan là-dessus. Donc rapidement, on va représenter un petit peu les trades qui ont eu lieu avant la trade deadline. Donc là, c'était la veille de la trade deadline. On a cette énorme bombe en provenance du Woj, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est que les Kings envoient Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson à Indiana en échange de Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday et un second tour de draft 2023 qui est un petit peu anecdotique, mais quand même. Donc voilà, c'est un peu on a reçu un coup de massue. Je pense qu'on a tous lu le tweet et on s'est dit, ah, d'accord. On s'y attendait pas du tout, voilà, pour être franc. Après, on va revenir rapidement après voilà, sur comment on débriefe ce trade. Le deuxième trade qui a eu lieu le lendemain, quelques heures avant la trade deadline. C'est un trade qui s'est monté à 4 équipes, dans lequel on a envoyé Marvin Bagley à Détroit et on a récupéré Dante DiVincenzo en provenance des Bucks et Trey Lyles et Josh Jackson en provenance des Pistons. Ouais, bah écoute, quand j'ai reçu le tweet, je crois que je sais plus si c'est Vosges ou si c'est Shams que j'avais lu en premier. Quand j'ai lu le tweet, je me suis frotté les yeux. Je suis allé sur Twitter voir si c'était pas un compte parodique. Tellement j'étais persuadé que jamais on lâcherait à Liberton. Et je l'ai dit d'ailleurs pendant le live, je crois que peut-être 10 minutes après, j'étais tellement sous pression que j'ai saigné du nez. Tu vois, vraiment le truc improbable. Je pense que comme nous tous, on a été dans l'incompréhension, on a été dans la colère. Je pense qu'on est passé par tous les états. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient là ou qui n'étaient pas là, on a fait un space pour débriefer ça et on avait 1635 personnes sur le space. C'est un truc de fou. Il y avait plus de monde sur notre space à nous que sur le space du compte officiel de la NBA qui annonçait le partenariat avec DJ Khaled pour le All-Star Game. Vraiment un truc incroyable. Effectivement, bah, on a été déçus parce que Tyrese Haliburton, quoi. Le match d'avant, il nous fait son record avec 17 passes. Je crois que c'était un des plus vieux records de l'ère Kings. Hein, Olive, tu confirmes ou pas? Je ne me souviens plus. Ouais. Bah, c'était un truc comme ça. Les bruits qui avaient été entendus étaient que bah, finalement, on ne trade ni Fox ni Haliburton, on construit autour. À partir de ce moment-là, bon, autant il y a eu des smoke screens, hein, il y en a eu des pas mal de Vlade Divac, mais celui-là de McNair, il était vraiment impressionnant. Donc, en effet, on était très déçus. Après, bon, une fois, comme je disais tout à l'heure, une fois que notre colère et notre déception passée, on récupère Domantas Sabonis, mec double All-Star, un QI comme allez, à la Jokic, j'ai envie de dire, en comparaison. Donc ouais, on a récupéré un sacré joueur. Maintenant, Tyrese Haliburton, mec 21 ans, il s'est laissé glisser à la draft pour atterrir aux Kings, chose impensable je ne me souviens pas qu'un joueur ait fait ça. Donc voilà, c'est toute l'affection qu'on avait autour du joueur et autour de l'homme qui était Tyrese Haliburton qui nous a profondément déçus. J'ai pu remarquer qu'à Sacramento, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Une fois le premier match de Sabonis, qui a fait un 25-12 ou 25-14, je crois, un truc comme ça, Olive. Je m'en souviens plus, dans une victoire contre les Wolves. Il y a beaucoup de gens là-bas qui ont déjà oublié Haliburton en lui souhaitant bon vent. Après, c'est la manière. Après, on connaît tous le business NBA, on sait comme on sait.
Tyrese Haliburton, lors de sa première interview avec les Pacers, quand il raconte qu'il a reçu un trade de McNair, disant bon, on te trade à Indiana, bon courage pour la suite, c'est dur quand même. Sachant que Tyrese Haliburton est quand même le premier choix de l'ère McNair. McNair qui en arrivant, et je l'ai déjà dit auparavant, son but c'était de balayer ce qu'il avait fait de la Divac. Donc, c'est pas il bazarde parce qu'on récupère comme un double All-Star, mais il trade son premier choix, le meilleur choix qu'il ait fait d'ailleurs. Mais bon, on savait bien que pour récupérer un joueur de calibre All-Star, on n'avait pas le choix de lâcher soit Haliburton, soit Fox. Et limite, ça me déçoit que Haliburton ait fait une si bonne saison sophomore, parce que je me dis que si Fox n'avait pas été absent et qu'Haliburton avait été dans son standard rookie, je pense qu'on ne l'aurait jamais trade. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olive. Bah, je pense que là, s'il est parti en échange d'un double All-Star, c'est vraiment la preuve que sa valeur ne faisait qu'augmenter en fait cette saison. Je pense que sa valeur marchande était plus élevée que celle de Fox en fait. C'est-à-dire il avait vraiment explosé depuis le mois de décembre. Et voilà, et donc Haliburton, c'était un petit peu le sacrifice à faire pour récupérer Sabonis, parce qu'un joueur du calibre de Sabonis, qui je rappelle a 25 ans, double All-Star, tu l'as dit, qui est un QI basket monstrueux en NBA, un très bon pivot, et voilà, et un joueur qui peut te lâcher du 20-10-5 tous les soirs sans problème. Ben voilà, il fallait lâcher Haliburton. Je pense que McNair a pas hésité. Et de toute façon, c'est le genre de joueur que tu ne peux pas récupérer autrement que via un trade. Donc voilà, c'était l'occasion rêvée. Pendant quelques mois, on a rêvé de Ben Simmons. Là, on rêvait plus de rien en fait, puisqu'on pensait que Fox et Sabonis n'allaient pas, Fox et Haliburton, pardon, n'allaient pas bouger. Mais voilà, c'est à la surprise générale, il lâche ce trade et comme tu as pu le dire, moi c'est pas tant le côté sportif parce que voilà les trades on sait que ça arrive. Moi c'est plus le côté affectif, vraiment la façon dont ça a touché la façon dont ça a touché Tyrese en fait. Vraiment moi c'est ça qui m'a le plus déchiré le cœur dans cette histoire, c'est de voir sa réaction, voilà, comme tu l'as dit, au micro des Pacers, sa réaction ensuite dans The Players Tribune où il raconte les dessous du trade. Où au début, il croit que c'est une blague, où tout le monde croit que c'est une blague, et en fait, non, c'est vrai. Et tu as juste ton GM qui t'appelle et qui se dit Salut, t'es tradé, au revoir. Waouh! En fait, je peux pas imaginer les répercussions d'un trade comme ça sur le cerveau d'un gamin de 21 ans. C'est très fort déjà qu'ils réussissent à s'adapter aussi bien aux Pacers et à lâcher les 4 matchs qu'il a lâchés déjà. Bon. C'est aussi enfin, l'avantage. C'est ce qui fait que je vais regarder une autre équipe que les Kings. Parce que sincèrement, Tyrese Haliburton, c'est un joueur qu'on a beaucoup aimé. Je pense que je vais continuer à suivre. Et je pense que Olive, tu es dans le même cas que moi. On va continuer à le suivre après sa période Kings. Parce que c'est un joueur et un homme tellement attachant que finalement, c'est un mec que on est pas t'es obligé, mais que nous, on a été obligé d'aimer. Et je pense même que je vais m'acheter son maillot Pacers. C'est vraiment un joueur qui, malgré un an et demi chez nous, aura marqué les esprits et qu'on va continuer à suivre avec grand plaisir. Et le fait qu'il flambe, le fait qu'il ait gagné le concours avec. Il était avec qui? Edward cette nuit? Non, c'est pas Edward. Avec Desmond Bain cette nuit, bah, nous, on était contents, comme si c'était encore un joueur des Kings. Donc, c'est vraiment un joueur qu'on a beaucoup aimé. Après, dans ce trade, je pense, il y a Bud Hield aussi qui est parti. Et je pense que Bud Hield était aussi la pièce maîtresse pour pouvoir monter ce deal. Je pense que si les Pacers n'avaient pas accepté Bud Hield pour qu'on se décharge de son salaire, le trade n'aurait pas été fait. Après, ce qui a surpris aussi beaucoup de monde, c'est que personne dans la NBA savait que Tyrese Haliburton était potentiellement disponible. Ça a été lâché par le Woj, je crois, qui disait ça. Et ça veut bien dire que McNair voulait absolument Sabonis parce qu'il a vraiment fait un trade en secret pour le coup. Est-ce qu'on aurait pu avoir mieux? Peut-être. Est-ce qu'on aurait pu avoir Ben Simmons? Non, parce qu'au final, Ben Simmons est parti contre James Harden. Mais je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Le seul petit bémol dans ce trade, c'est que on continue de prendre des valises de points parce que tout QI que peut avoir Domantas Sabonis, c'est un très beau duo avec Fox, hein, et on a vu des changements dans le jeu offensif de l'équipe, mais défensivement, c'est toujours très dur.
Et c'est Bah, pour ça que, excuse-moi Olive, d'avoir récupéré un petit Dante DiVincenzo, c'est vraiment la bouillonne pioche de ce trade, même si le fait, je le savais au fond de moi, mais le fait qu'il ait déjà pris le numéro 0, ça me fait un peu mal. Mais voilà, c'est aussi, et je pense que c'est, DiVincenzo, on le voulait déjà, ça s'est pas fait, l'histoire Bogdan, tout ça, tout ça. McNair a quand même réussi à aller le chercher, ce qui veut dire qu'on compte sur lui, et je trouve que c'est une bonne pioche. ouais, je voulais vraiment revenir sur ce trade parce que au moment où il est sorti, de la même façon que le trade de Tari, j'y ai pas cru parce qu'il y a quelque chose de pas réel. Je me suis dit, putain, on a fait un bon trade et on s'est pas fait enfler. On a en fait un trade à 4 équipes où on lâche Marvin Bagley et on récupère 3 joueurs, dont Dante DiVincenzo, qui est quand même un excellent joueur de rotation à Milwaukee. Trey Lyles, qui est un bon joueur de rotation à Détroit. Joe Jackson, on verra ce que ça vaut à la longue. Pour l'instant, il n'a pas trop joué. Mais voilà, tu récupères 3 joueurs contre Marvin Bagley qui jouait plus, enfin qui jouait plus beaucoup, et sans lâcher aucun tour de draft. Vraiment, je tiens à tirer mon chapeau à Monte McNair sur ce deal parce que vraiment, il est incroyable. Pendant toute la soirée, je me suis dit, mais il y a les détails du trade qui vont tomber, c'est pas possible qu'on lâche aussi peu pour récupérer tout ça. Et en fait, si. Donc, moi, je trouve que cette trade deadline, au-delà de l'aspect affectif, est quand même vraiment réussi. Ton objectif à la trade deadline, c'était voilà, d'apporter du changement à l'équipe, d'apporter un nouveau visage, aller chercher un joueur de calibre All-Star, c'est fait, Sabonis, te débarrasser de Hill, Bagley, c'est fait. Thompson, bon voilà, il est parti dans le package. Et voilà, donc tu termines de te débarrasser en fait des restes de Vlade Divac en fait. Aujourd'hui, des choix de Vlade, il ne reste que Fox et Holmes. Et, Barnes. et Barnes, ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est Holmes. Holmes, d'ailleurs, on peut en parler parce que on s'attendait tous à ce qu'il soit tradé à la trade deadline, puisque en fait son fit avec Sabonis en fait ne fonctionne pas du tout, puisque on fait jouer Sabonis poste 5 et que Holmes, qui était titulaire poste 5 jusque-là, est relégué sur le banc à jouer 15 minutes. Voilà, donc moi j'étais vraiment surpris de voir que Holmes s'est pas bougé parce que on se disait que voilà il fallait qu'on recrée un peu la raquette qu'ils avaient à Indiana, savoir tout choper un intérieur défensif. On avait beaucoup parlé par exemple de PJ Washington ou d'un joueur comme ça. Surtout quand tu as vu les rumeurs le soir de la deadline où ça annonçait des PJ Washington contre des Jacob Poeltl, des trucs comme ça. Donc on s'est dit pourquoi on n'enverrait pas Holmes. C'est vrai qu'on est surpris qu'il soit resté. On voit que l'arrivée de Sabonis, ça lui a fait le plus grand mal. Déjà que ça avait été un peu compliqué avec ce retour de blessure des yeux, ça, il n'avait pas le rendement qu'il avait. Là, ça devient très très compliqué. Il joue 15 minutes. Je crois que le dernier match, il marque pas, je crois, un truc comme ça. Ouais. Voilà, c'est le fantôme de Richard Holmes. Donc, même si là, on ne le trade pas, je pense qu'à l'été, il va bouger, sachant qu'il a un contrat très, très, très convenable et il y aura beaucoup d'équipes qui peuvent être intéressées par Richard Holmes. Moi, aujourd'hui, dans la rotation, je le mets même derrière Jones, je le mets même derrière Damian Jones. Je pense qu'en tant que pivot défensif, en backup, Jones est très bien pour seconder Sabonis. Bah, il fit beaucoup mieux, ouais. Il fit Ouais, beaucoup mieux que c'est Holmes. ça. C'est un vrai protecteur de cercle, chose que n'est pas Richard Holmes, même s'il il est très actif. Maintenant, on a gardé Harrison Barnes. Ça ne me dérange pas du tout de l'avoir gardé parce il redevient le Harrison Barnes qu'on avait en début de saison. Donc, c'est vraiment chouette. À voir pour le poste 2, actuellement, c'est Holiday qui joue parce que DiVincenzo, il revient de blessure. Donc, je pense qu'on peut avoir un 5, pardon, Fox, DiVincenzo, Barnes, Sabonis et avoir au poste 4. Si on met Arclay, si on met, je sais plus, il y a qui derrière. Mais tout, mais Mais tout, tout, Harkless. mais il y a même, non, j'aurais mis Melem, il serait pas dans le starter. Donc on peut avoir un petit 5 sympa. Après, il faut aussi, parce qu'on va l'évoquer, il faut parler de la renaissance de De'Aaron Fox. On retrouve le De'Aaron Fox de la saison dernière. Là, depuis le départ d'Ali Burton. Après, je pense que cet été, on va avoir des petits dossiers qui vont tomber parce que c'est pas possible d'avoir le Fox qu'on a eu en début de saison avec Ali Burton et qui renaissent comme ça subitement. Ça me paraît très bizarre. Mais là, on a un Fox qui tourne en 28,6 points et 5 assists et je ne sais plus combien de rebonds depuis que qu'Ali Burton est parti. On a retrouvé le Fox de la saison dernière. Et le duo The Fox et And the Hawks,
Je trouve que ça leur va très bien. Donc, à voir, j'aime bien. Enfin, sur le banc, on aurait du Jones, on aurait du Lamb, on aurait du Holiday. Donc, je pense que on verra par la suite. Mais pour la deuxième partie de saison post-All-Star Break, ça peut être vraiment pas mal. Ouais, voilà, tu l'as dit, Fox, Sabonis, en fait, ensemble, ça fonctionne très bien. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, voilà, un peu les dossiers qui peuvent sortir cet été par rapport au trade de Burton vis-à-vis de Fox. Moi, j'ai trouvé la timeline très, comment dire, c'était bizarre en fait, parce que Fox, d'un coup, un match pendant notre road trip, est blessé à la cheville. Ça sort de nulle part. C'était pas inscrit sur l'injury report. Juste avant le match, on apprend qu'il est blessé à la cheville. Il joue pas pendant, je crois, 8 matchs. Haliburton est tradé. Pouf, d'un coup, qui revoilà dans le 5 majeur, Monsieur De'Aaron Fox en pleine forme. Et je me souviens en avoir parlé sur le Space justement au moment où Haliburton est tradé. C'était la veille du match le deuxième match contre les Wolves. J'avais dit, vous allez voir que Fox, il va revenir demain soir jouer, et il pètera le feu. Et ben, c'était exactement le cas. Donc en fait, c'est peut-être une coïncidence, peut-être on voit des trucs, on voit des complots un peu faciles partout. Et c'est compliqué de se dire que c'était pas prémédité en fait, qu'il ne se savait pas quelque chose en coulisses, que voilà qu'on laissait Haliburton sur le devant de la scène pour faire monter sa cote et que Fox se reposait tranquillement en attendant de jouer avec Sabonis. Mais voilà, pour parler du duo The Fox and the Hawks, comme l'a appelé De'Aaron Fox justement lors de sa première conférence de presse, The Hawks, un buffle. Voilà, donc le duo fonctionne très bien sur les 4 premiers matchs ensemble. Tu l'as dit, Fox, c'est 28 points, 4,5 rebonds, 4,8 passes, à 50% de réussite. Et Sabonis, bah, lui, il est dans ses standards, il a 17 points, 11,5 rebonds, 5,5 passes, 57% au tir. Donc voilà, on a un duo qui fonctionne vraiment bien ensemble. Fox qui retrouve ses envies de drive, Sabonis qui, avec ses écrans et son jeu au large, arrive à lui libérer énormément d'espace. On voit que Fox drive énormément. Sabonis, c'est un poseur d'écran merveilleux, en fait, hein. J'ai tweeté il y a quelques jours sur ses screen assists, les écrans qui amènent à des paniers. En fait, il a quasiment 9 screen assists par match, plus les passes décisives, plus des pas décisifs directs qu'il donne. Donc, en fait, il a complètement débloqué le jeu pour Fox. Et comme tu le dis, Fox, bah, il est revenu à son niveau calibre All-Star de l'année dernière, en fait. Il est sur une série de 6 matchs à plus de 25 points de moyenne. Non, une série de 6 matchs où il a marqué au moins 25 points et tous les matchs à au moins 50% de réussite. Donc là, franchement, c'est exceptionnel de voir ce duo fonctionner comme ça. Le seul problème de ce duo, c'est qu'ils ne défendent pas. Et ça, quand tu veux viser quelque chose, c'est compliqué. Après, ce qui fait kiffer, c'est que ils défendent pas, mais quand tu as des Davion Mitchell et des Dante DiVincenzo qui rentrent, voire même, je pense que s'il continue comme ça, Holmes va passer derrière Damian Jones. Tu as ces trois-là qui rentrent pour défendre. Ah, c'est costaud, hein. Je sais plus, enfin, je crois qu'il y avait l'average défensif là, de Mitchell et DiVincenzo quand ils sont ensemble sur le terrain. Je crois que c'était un truc comme 60. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. C'était très bas, c'était très bas. Je sais plus si Je crois que c'était c'était 60, 60. mais J'avais lu 60,6, un truc comme ça. Enfin, un c'était truc. quelque chose comme ça. Non, une dinguerie. En fait, les deux ensemble. Après, c'est un petit échantillon pour l'instant, Oui, mais bien sûr. vraiment, voilà, les deux, c'est un peu le même profil. Voilà, c'est des joueurs petits, mais très teigneux, très défensifs et qui peuvent planter de loin, quoi. Tu vois là, t'as un 5 avec Fox et le poste 2 que tu veux. Derrière, tu as Mitchell et DiVincenzo qui rentrent. Pff, tu transpires, quoi. La ligne arrière en face transpire. Donc, ah, on a un effectif pour je ne sais pas trop quel objectif, même si je pense que l'objectif du front office n'a pas changé. On veut les play-in, parce que les playoffs, ça fait un peu juste. Je crois qu'il y a 8 victoires d'avance, un truc comme ça. Enfin, il y a un gros écart. Faire le play-in, j'y croyais pas avant la trade deadline. J'y crois un peu plus après. Je pense qu'on peut choper le spot 10, voire peut-être même 9, ça va être compliqué. Un petit duel là, Lakers-Kings pour le play-in, je pense qu'on signe tous dès demain. Mais voilà, l'objectif, et comme McNair l'a dit, c'est pas fini. Là, c'est fini pour cette saison. Je pense que cet été, on va encore bouger. McNair est pas fou. Je pense qu'il voit que défensivement, on galère.
et qu'on pourrait aller chercher ce qu'il faut pour la suite. Et comme on a pu le dire ailleurs, le play-in serait un très bon tremplin pour essayer d'aller chercher des joueurs d'un tout autre calibre. Maintenant, on a un mec double All-Star, on a Fox qui revient à des standards All-Star. Donc voilà, pour cet été, ce duo pourrait amener d'autres choses, et le play-in serait le bon moment pour montrer au monde que les Kings ont changé de statut, tels les Suns l'avaient fait pendant la bulle. Des fois, il suffit qu'un ou deux trades. On regarde les Bulls, comment ils sont revenus sur le devant de la scène. Bon, ils ont été chercher quand même, ils ont fait un gros marché. Mais voilà, on a un début, on a vraiment, et pour une fois, depuis qu'on a créé le compte là, en 2017, on a vraiment une vraie reconstruction pour le coup. Même si on a sacrifié un joueur qu'on aimait beaucoup, qui était le début du projet de McNair, ce sacrifice permet d'avoir obtenu enfin un double All-Star, d'avoir un vrai duo qui fonctionne bien pour le coup. Donc je pense que à voir sur la suite de la saison. Là, on a eu deux défaites un peu. Bon, les Bulls, on s'est bien battu, mais on a eu un match complètement raté contre les Nets qui n'avaient personne dans leur effectif en tant que superstar. Voilà, à voir sur la suite de la saison. Je pense qu'on peut atteindre le play-in. Et voilà, ça peut amener, même si tu as beaucoup de gens qui disent que Sabonis ne restera pas à la fin de son contrat, il va se barrer, blablabla, blablabla. Attendons de voir. Et ça peut être vraiment sympa et bien fun cette fin de saison. Ouais, tu as raison, mais je pense que Sabonis, de toute façon, Sabonis, il est sous contrat jusqu'en 2024, hein, donc avant qu'il veuille partir, on a de quoi voir venir, hein. On a encore 2 ans et demi de Sabonis sous contrat. Et comme tu l'as dit, je pense qu'un duo Fox-Sabonis qui fonctionne là jusqu'à la fin de la saison, ça va commencer à devenir attractif. Si tu as un Fox déjà qui l'année dernière affolait un petit peu les compteurs, beaucoup de monde dans la NBA se disait putain, Fox est vraiment fort, c'était limite un snub All-Star et tout. Et que là, Fox il reprend ce niveau, que Sabonis il garde son niveau de All-Star, tu as quand même une équipe qui certes est scalée avec ses fragilités pour l'instant, qui n'est pas entièrement reconstruite, et qu'il y a quand même 2 All-Stars qui sont pas loin de leur prime. Voilà, tu te dis qu'il y a quand même une base très intéressante, ça peut attirer du monde cet été. Tu as parlé des Bulls. Très justement, il y a beaucoup de monde qui a comparé le trade pour Sabonis au trade qu'avaient fait les Bulls pour Vucevic, où en fait ça leur a fait un petit peu passer ce cap en fait de l'équipe un peu moyenne avec un effectif bancal à voilà, on ramène un joueur qui est multiple All-Star et tout, et du coup tu peux construire autour de ça. Donc je pense comme toi que la fin de la saison va être déterminante pour notre marché des transferts cet été. Et McNair, comme il a pu le dire en sa conférence de presse post-trade deadline, que voilà, c'était le début, quoi. Donc lui, il a dit qu'il y a d'autres moves qui allaient arriver cet été, que là, on allait attendre de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de voir ce qui va se passer. Moi, le seul truc sur lequel je suis un petit peu inquiet, c'est aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as Holmes qui est sur les 4 matchs depuis que Sabonis est là, il tourne à 3 points de rebond en 15 minutes et à même pas 40% au tir. Donc, il n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau rôle. S'il continue dans cette même veine toute la saison, qui en voudra cet été, en fait? C'est bien ça le problème. Est-ce qu'on va réussir à tirer quelque chose de Holmes cet été s'il continue à faire une saison aussi mauvaise? Mais On à côté l'avait. de... Vas-y, Pardon, vas-y. vas-y. Non, vas-y, fini. Mais non, non, juste, je veux dire, juste à côté de ça, voilà, je trouve que la base Fox, Sabonis, Barnes, Mitchell, DiVincenzo est vraiment sympa. Quand on a un 5 majeur là qui peut terminer les matchs. Voilà, c'est des, la défense, elle vient surtout du banc, quoique avec Harkless quand même à côté de Sabonis, qui est plutôt complémentaire. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment une base intéressante, il y a des profils complémentaires. Ça commence, comme tu l'as dit, à ressembler à une construction cohérente. On reprochait à McNair depuis plusieurs mois de faire aucun move. Ouais, regardez, ça fait 1 an et demi qu'il est là, il n'a rien fait. Il a dit OK, pas de problème, all my beer. Et il a tout pété à la deadline. Donc chapeau, chapeau à lui. Maintenant, on attend la suite l'été prochain, quoi. Même Barclay, ça a retrouvé des couleurs. C'est incroyable hein, Ah de oui, ça. Les deux vétérans, là, Barnes et Harkless, retrouvent des couleurs. Harkless, je ne sais plus c'était quel match là où il avait mis 18 points. Enfin, il y a quelques matchs où il score bien, au-delà du fait qu'il défende plutôt bien aussi. Est-ce que c'est dû à l'arrivée de Sabonis?
Pas sûr. Est-ce que Sabonis est un facilitateur de jeu? Totalement. Ah oui. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de bons moves et de reconstruction intelligente pour une fois. À voir, on a un très beau trio parce que je ne vais pas rester sur le duo. Je pense que Barnes fait partie d'un trio, un très bon vétéran. Quand le Black Falcon est bon, tout le monde est bon. Et on l'avait tweeté d'ailleurs sur le match contre les Wolves, la façon dont Sabonis joue poste haut ou même attire les défenseurs. J'avais rarement vu Barnes autant coupé vers le panier. Et on lui avait demandé en début de saison de plus shooter à 3 points, ce qu'il avait fait brillamment en début de saison. Mais là, son jeu, il a encore changé, il s'est encore adapté. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Pour finir, concernant Holmes, on l'avait vu déjà plus tôt dans la saison, qu'il dépendait fortement d'Haliburton. On l'avait vu quand Haliburton était blessé là, en début de saison. Holmes, il était en galère totale. Damien Jones a très bien joué sur le mois de décembre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré. Je militais même presque pour que Jones soit titulaire parce que c'est quand même un meilleur défenseur et peut-être même un meilleur rebondeur que Richard Holmes. Et là, c'est vrai, et tu as totalement raison. Si la fin de saison de Holmes est aussi catastrophique que ce qu'il montre là sur ses derniers matchs, ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il a un contrat qui est sympatoche, donc à la rigueur, ça ne plombera pas nos finances. Mais ça aurait pu être à la trade deadline le joueur qui a peut-être le plus de valeur. On n'a pas monté ce trade. C'est bien dommage à voir ce que ça va donner, mais personnellement, je commence à être très très pessimiste sur la suite de la saison de Richard Holmes, parce qu'il ne déboulonnera pas Sabonis du poste de titulaire, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il va vraiment accepter et s'adapter à son poste de backup? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Moi, Holmes, c'est vraiment le. Pour moi, si son trade était arrivé à la trade deadline, on aurait fait une trade deadline parfaite, tu vois. Vraiment, moi, je trouve que les moves qui ont été faits, ils sont très bons. Les trades pour Sabonis et pour Dante DiVincenzo, etc., sont très bons. Mais voilà, il me manque ce truc. Moi, quand le trade de Marvin Bagley est tombé, je me suis dit, maintenant, c'est bon, il reste Holmes. Maintenant, il faut fourguer Holmes quelque part. Et si on fourgue Holmes, c'est incroyable. C'est une trade deadline comme on en a rarement vu depuis quelques années. Donc voilà, ça aurait été. Moi, voilà, c'est dommage, il me manque ce petit truc. Alors, je ne sais pas si McNair s'est dit Sabonis Holmes, ça peut fonctionner, ou s'il a tout simplement pas trouvé preneur, ce qui est possible aussi. Mais voilà, Holmes, l'été prochain, bon, comme tu l'as dit, il a quand même un contrat qui est intéressant. Même s'il fait une fin de saison compliquée, qui préfère baisser sa valeur marchande, il a un profil qui pourrait intéresser du monde quand même. J'essaie de voir le bon côté des choses, hein. Mais voilà, parce que je pense toujours à Charlotte, hein, parce que leur pivot aujourd'hui, c'est mon Montrezl, hein. Donc, s'ils veulent récupérer un pivot digne de ce nom, j'ai envie de dire, tu récupères Richaun Hall cet été, pourquoi pas. Donc, c'est pas exclu qu'il fasse ses valises l'été prochain. Mais voilà, moi, c'est le petit truc qui me manque pour me dire, voilà, on a fait la trade deadline parfaite. Aujourd'hui, je mets quand même une bonne note à McNair pour les travaux du mois de février. Mais voilà, j'aurais aimé que Holmes bouge et qu'on puisse se dire aujourd'hui, putain, c'est bon, on a shake up complètement l'effectif et on repart sur des bonnes bases. Et cet été, on continue les moves, quoi. En plus, je suis sûr que Holmes à Charlotte, ça aurait fonctionné, sachant que Bah euh, oui, moi, je vois des similitudes entre Lamelo Ball et Tyrese Haliburton dans la manière de jouer, tu vois. Et je pense que Ball aurait été un excellent meneur pour Richard Holmes. Donc, ouais, c'est dommage. J'aurais bien voulu récupérer PJ Washington. Je crois qu'il c'est un 4-5 qui est stretch, qui défend pas mal. Charlotte n'en veut clairement plus, hein. Il était disponible de chez disponible. Donc, ouais, c'est dommage. Et comme tu dis, ça aurait été vraiment le truc parfait. Mais bon, on va pas. Voyons le verre à moitié plein. On s'en sort vraiment plutôt pas mal. Et même si on verra la suite de la carrière d'Haliburton qu'on va suivre avec grande attention, je pense qu'on est de bons gagnants sur cette trade deadline, même si j'ai eu un peu de peine hein, sur le trade de Marvin Bagley, on va pas se mentir. On savait très bien que de toute façon, on ne l'aurait pas conservé cet été. L'histoire Marvin Bagley au Kings, c'est un gâchis monumental. Et c'est un gâchis de tous les côtés, venant du joueur, venant de la malchance de ses blessures, venant du front office. Et ce qu'il a fait un peu en début de saison, on le met titulaire pendant le camp d'été, machin, pour lui dire au final, bah, dégage, quoi, va te mettre au bout du banc. Voilà, c'est un peu dommage. Marvin Bagley, pour moi, ça reste un jeune à fort potentiel. On verra ce que ça donne à Détroit.
Mais je trouve ça dommage la manière dont ça avait commencé, avec la comparaison avec Luka Doncic qu'on n'avait pas pris, la manière dont ça s'est passé. Voilà, c'est 2 ans, 3 ans et demi. C'est dommage. Et vraiment, je lui souhaite d'avoir une carrière à la hauteur de son gros potentiel et de son grand talent. Ce qu'on peut quand même mettre à son crédit dans cette histoire, hein, au-delà de toute la polémique qu'il y a eu autour, c'est que vraiment il est resté très classe jusqu'au bout, quoi. Alors, il a pas, on l'a dit au début de la saison, bon, tu joueras pas le match d'ouverture et peut-être que tu seras même pas dans la rotation. Lui, il n'a pas bronché, c'est son agent, c'est sa famille, sa team Bagley sur Twitter là, qui a commencé à faire un tintouin pas possible. Lui, il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il a attendu sagement son tour sur le banc. Le jour où on lui a demandé de jouer, il a joué. Et il a fait de très bons matchs cette saison, quand même, il faut dire ce qui est. Il doit être à, je n'ai pas de chiffres sous les 14-7. yeux, mais À 14-7 sur cette saison. voilà, donc voilà, qui est quand même une saison très honnête. Il a progressé en défense. Au-delà de ce qui, avant, il montrait de l'envie, mais il était vraiment pas du tout au niveau. Là, sur des séquences, c'était quand même vraiment intéressant. Donc, moi, je suis content pour lui qu'on ait fini par l'envoyer, par réussir à le faire quitter Sacramento, et d'autant plus qu'il rejoint un projet jeune à Détroit. Vraiment, voilà, il va avoir l'opportunité de se développer, de jouer avec d'autres joueurs jeunes, de montrer son potentiel, d'être bien utilisé, de jouer quand même avec un des meilleurs prospects de ces 10 dernières années, en la personne de Kate Cunningham. Donc voilà, ça lui permet de se développer, et je trouve que vraiment, il faut quand même saluer son attitude et son moteur ces dernières saisons, puisque vraiment, il n'a pas été épargné par les polémiques, les blessures et les critiques. Vraiment, là, je lui souhaite le meilleur dans sa suite à Détroit, quoi. Bah, là, sur ces trade deadline, on a vraiment mis fin à la Young Super Team. Je sais que ça avait été repris Ouais. au vu, mais là, c'est vraiment. Et même pour nous, en tant que compte de Kings FR, on avait créé le compte en 2017 et c'était la deuxième année avec l'arrivée de Marvin Bagley qu'on avait fait nos premiers t-shirts et tout. Mais voilà, même pour nous, personnellement, c'était. Voilà, c'est la petite larme à l'œil parce que c'est le début de notre compte, c'est la première aventure de notre compte. Donc voilà, c'est vraiment une grosse page qui se tourne avec Buddy Hield et Marvin Bagley qui partent sur la même trade deadline. Donc voilà, même, effectivement, moi, c'est un petit peu triste pour nous aussi. C'est vraiment une page qui se tourne, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un petit peu de nostalgie, même si voilà, l'équipe nous aura fait nous arracher les cheveux, et on se sera bien énervé, mais on aura bien aussi rigolé devant leur match et tout. Cette histoire de Young Super Team, c'était quand même incroyable. Là, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a tourné la page, on a définitivement tourné la page d'Ivac. On en dira ce qu'on veut, on ne va pas revenir là-dessus. Mais voilà, McNair a fait du bon boulot pour sa première année, pour enfin mettre en place son projet. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer pour la suite. Mais voilà, j'ai repris un petit peu espoir en le projet depuis cette trade deadline, quoi. Il manquera une chose cet été pour avoir un A+, on va dire, c'est qu'il nous trouve enfin un vrai coach. Ouais, on Parce n'en que a pas parlé de ça d'ailleurs. C'est ah qu'à la oui, place d'Elvin oui. Gentry, là, si tu changes Elvin Gentry cet été, là, tu passes un cap, quoi. Mais il est encore dans le Nerveusement, il contrat, ne je tiendra crois. pas Gentry. Il ne tiendra pas après le nouvel an, là. Après sa déclaration du nouvel an, ouais, je pense que Gentry, ça restera mieux que Luke Walton, mais ce n'est pas un coach viable sur la longueur. Donc, à voir pour cet été. Faut qu'on commence déjà parce que McNair n'a pas installé son coach. Il a subi, entre guillemets, Luke Walton de son prédécesseur qui avait été laissé en place. Walton a sauté, on n'avait pas forcément de solution de rechange. On a mis Alvin Gentry là jusqu'à la fin de saison. Donc, McNair, j'attends de voir quel coach McNair aura choisi pour son projet. On en avait parlé avec Bastien lors de l'émission spéciale à Liberton pour savoir quel coach pourrait développer à Liberton. Maintenant, c'est savoir quel coach peut tirer le meilleur potentiel de cet effectif pour enfin essayer d'accrocher les playoffs, parce qu'on sait très bien que cette année 2022, ça va faire 15 ans qu'on n'aura pas de playoffs. On va aussi fêter les 20 ans de ce maudit tour de playoffs 2002. Donc voilà, cette année 2022, c'est un peu. On perd à Liberton, on fête les 15 ans, on fête les 20 ans. Ouais, elle va être un peu difficile cette fin de saison 2022. Mais bon, on arrive à entrevoir quand même des rayons de soleil et ça, c'est vraiment cool pour la suite.
Sur ces belles paroles, Laurent, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets aujourd'hui, hein. Ouais, ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Il y a des petites surprises qui arrivent pour la suite de la Ouais, saison. On n'en dit pas plus. absolument. Et merci à tous. On a franchi, on est le 19 février aujourd'hui, la barre des 15 000 followers sur Twitter. Vraiment du fond du cœur, merci. Merci à toi aussi, Olive, hein, j'en profite encore. Merci à nos rédacteurs aussi derrière, Antoine, Rémi, Adam, je vais en oublier Théo, enfin voilà, toute l'équipe qui est aussi derrière, que vous voyez et que vous n'entendez pas toujours et forcément. Donc voilà, un gros cap de passé pour nous. On espère encore vous faire kiffer et amener encore plus de contenu pour suivre cette équipe qui rend fou tout le monde, mais qu'on aime tellement. Allez, salut à tous. À Ciao. bientôt. Salut Ciao. Laurent.